Merci à Muriel, merci à René. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du conte de La Belle et la Bête en partant d'un paradoxe, parce que finalement, c'est un conte que tout le monde croit connaître très bien. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que la façon dont il a traversé les époques et les âges, finalement, on en a une vision complètement tordue qui a été véhiculée par les films, par la culture populaire. Donc, je voudrais reprendre ce conte. Alors, aussi parce qu'il a beaucoup occupé Bettelheim dans la psychanalyse des contes de fées, notamment à deux moments, et en particulier dans toute la fin de son essai sur la psychanalyse des contes de fées, sachant que quand on est universitaire, ce qui est aussi mon cas, j'enseigne la littérature d'Ancien Régime aux États-Unis, on part souvent des contes et une des premières entrées dans le conte, quand on l'enseigne, c'est Bettelheim. Et donc, alors je vous rappelle très vite l'histoire de ce conte. C'est l'histoire d'un marchand qui a fait faillite et qui va partir en voyage pour récupérer ses biens et qui arrive dans un château merveilleux où tout lui est servi et il y a des fées invisibles et tout à coup il cueille une rose et surgit une bête terrible qui lui dit « Écoute, je te tue sauf si tu me donnes une de tes filles. Mais attention, ta fille doit venir volontairement et fermement, ça doit être son choix. » Sauf que en fait, ce conte qui a été écrit par Madame de Villeneuve, donc une femme, en 1740, donc au XVIIIe siècle, est interprété par Bettelheim comme quelque chose qui est de l'ordre du cycle du fiancé mari, qui interroge l'amour oedipien de la jeune fille pour son père. Ok, alors, et notamment Bettelheim nous explique qu'en fait dans ce conte il y aurait, je cite, les inventeurs de ces contes, donc remarquez le masculin, sachant que les contes de fées, quand on s'intéresse à la littérature française, les premières qui ont écrit des contes de fées étaient des conteuses, c'était des femmes qui les destinaient non à des enfants mais à des jeunes filles qui allaient se marier. Donc beaucoup de ces contes de fées traitent de consentement sexuel en fait dès le XVIIe siècle. Mais voilà, Bettelheim, les inventeurs de ces contes croyaient que pour l'union soit heureuse, c'était la femme qui devait surmonter son dégoût du sexe et de sa nature animale. Donc dégoût du sexe, c'est ce qu'on trouve chez Bettelheim. Déficience aussi, donc c'est ce qui nous explique à propos de Cendrillon qui doit renoncer au désir de posséder un phallus et se contenter de celui de son prince. Donc si vous voulez, ces questions qu'on revisite aujourd'hui, finalement, ça fait très longtemps qu'en tout cas aux États-Unis, elles sont questionnées, notamment si on pense par exemple aux travaux de Karen Horney qui parlait de cette envie de phallus qu'on aurait toutes, malheureusement, en fait. Il y aurait peut-être quand même aussi à penser sur une envie d'utérus. Et puis, quand on s'intéresse au mythe de la création, de l'origine, de l'enfantement, moi, j'avais écouté, quand il était sorti, le podcast de René Friedman, et il y avait plusieurs épisodes qui parlaient de tous ces dieux qui enfantent. Donc, l'envie d'utérus est aussi la chose la mieux partagée, en fait. Donc, c'est intéressant de revenir sur ça. Sauf que finalement, cette question des contes de fées aujourd'hui, si vous voulez, la façon dont on doit les étudier souffre d'un désamour et ça pose la question de comment on peut lire les contes de fées au prisme de MeToo. Et ça, c'est quelques illustrations. Donc, on a quelqu'un qui nous fait des dessins ici, mais si vous voulez, dans le New Yorker, New York Times aux États-Unis, il y a beaucoup de cartoons qui ont circulé. Donc, vous avez par exemple La Belle au bois dormant et Blanche-Neige qui parlent de leur trauma, d'avoir été réveillées sans leur consentement. Enfin, vous en avez plusieurs, hein, La princesse à la grenouille, un prince qui détruit un dragon en disant bah maintenant c'est bon, j'ai le droit à un baiser. Donc vous en avez plusieurs, je pourrais vous les faire circuler si ça vous intéresse. Donc se pose vraiment la question, en tout cas, vous posez la question, vous revisitez la question du consentement, etc. Nous, en littérature, on se pose la question de qu'est-ce que sont les textes autorisés ou pas, est-ce qu'on doit en annuler ou pas. Enfin, c'est une question qu'on se pose beaucoup dans les facs américaines. Et donc moi, c'est aussi pour ça que j'avais écrit ce livre dont René Friedman parlait, Au nom des femmes. Et l'idée, c'est qu'en fait, les femmes ont toujours dit non. Donc tout à l'heure, ce matin, on parlait de finalement la fluidité du genre, ou les personnes qui veulent changer de sexe, en fait, ça a toujours existé, mais la fluidité de genre a toujours existé. Il suffit d'ouvrir la Bible et de voir la création d'Ève et Adam, qui est à la fois Ève et Adam. Enfin, il y a plusieurs récits de la création, ou d'aller regarder Platon avec le mythe de l'androgyne,
androgyne, où on a un homme et une femme en même temps. Donc cette fluidité du genre a toujours existé les femmes ont toujours dit non en réalité. Et c'est pas juste que la parole s'est libérée, c'est qu'on a dit non, mais qu'on a enseveli leur nom. Et je voudrais vous le prouver avec l'exemple de La Belle et la Bête. Et en fait, dans mon livre, je prends plusieurs autres figures culturelles, mais La Belle et la Bête, ça marche bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai écrit un petit pamphlet qui va paraître au mois de mars sur est-ce qu'il faut en finir avec les contes de fées, et la réponse est évidemment non. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc il se trouve que dans ce PowerPoint très bien qui est sur un PC, mes images ont été un petit peu effacées, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que le regard que Bettelheim pose sur les contes de fées, qui est un regard masculin, il n'est pas isolé, vous le retrouvez aussi dans les films, dans le cinéma. Et donc je ne sais pas si vous vous rappelez, juste avant que MeToo ne parte des États-Unis, les deux grands blockbusters qu'il y avait, où il n'y avait pas eu encore le Covid, où les gens faisaient la queue pour aller au cinéma et que tout le monde allait voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était. Eh bien, c'était ça. C'était 50 Shades of Grey and Beauty and the Beast, the remake. Et les deux, vraiment, vantent le syndrome de Stockholm. Donc, on vous montre encore ces symboles de château, d'enfermement, de femmes enfermées, ligotées, qui adorent la soumission. Et tout ça vu sous un angle masculin. Donc, vous voyez ici, Belle, elle est complètement enfermée dans l'esprit de la bête. Et ce regard masculin, si vous voulez, vous le voyez aussi dès Cocteau, par exemple, dans Beauty and the Beast version Cocteau qui date de 1946. Vous voyez un espèce de topos ici qui n'apparaît pas du tout dans le conte, j'insiste, une belle endormie. Ok, ça n'existe pas dans le conte de Madame de Villeneuve. En fait, c'est le premier conte littéraire qui a été écrit. Elle n'est jamais endormie. Et il se penche sur elle, il la regarde. Donc ce regard masculin qui apparaît aussi dans le film lui-même, vous voyez, elle dort, il la touche, il est dans sa chambre, alors que Madame de Villeneuve, dans son conte original, insiste bien sur l'idée qu'il y a des espaces discursifs et des espaces séparés où la bête n'a pas du tout le droit de pénétrer dans la chambre. Donc il y a cette torsion du conte qu'on voit en France, aussi dans la version de Gans en 2014 ou aux États-Unis. Donc la question, c'est de savoir, mais pourquoi ce regard est tordu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a aussi en psychanalyse une grande idée que les femmes ont peur du sexe, qu'elles doivent apprivoiser l'animal qu'est l'homme, etc. Est-ce que ça vient pas d'une censure? Et donc ça, c'est la première idée, c'est qu'en fait, dès 1756, le conte de Madame de Villeneuve dont je vous parle a été retravaillé par Madame le Prince de Beaumont, qui, elle, va édulcorer la question du sexe, va l'effacer, et va changer aussi son public. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser aux jeunes femmes, je vous rappelle quand même, dans la société d'Ancien Régime, vous avez 13-14 ans, on vous marie, on ne vous demande pas votre avis, et votre nuit de noces, c'est un viol. Il y a un très beau livre qui vient de sortir sur la nuit de noces au 19e siècle. Donc si au 19e siècle, la nuit de noces est encore un viol, moi qui suis spécialiste du 17e et du 18e, je vous laisse imaginer. Donc Madame le Prince de Beaumont retravaille le texte et en fait une petite histoire pour les enfants où elle va le gommer plusieurs aspects problématiques. Et notamment, elle va gommer la question centrale du conte de Madame de Villeneuve, qui est que chaque soir, la jeune fille rencontre la bête à heure fixe au dîner, et chaque soir, la bête va demander à la jeune fille « Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» Mais tous les soirs. Et tous les soirs, elle va lui dire non. Non, non et non. Sauf que Madame le Prince de Beaumont retravaille, et au lieu de lui dire « Est-ce que tu veux coucher avec moi ?» La grande question qui va être posée, c'est « Est-ce que tu veux m'épouser ?» Et c'est ce que vous trouvez dans Disney, par exemple, « Would you marry me ?» Est-ce que tu veux m'épouser? Donc vous voyez comment ça pose la question de la bienséance du conte. Donc deuxième, donc cette idée de retravailler un conte, de censurer tout ce qui touche au sexe, à la sexualité et à la réflexion sur le consentement va être effacé dès le XVIIIe siècle. Donc vous voyez, quand on dit « Oh, les woke, ils sont horribles, ils veulent tout effacer », en fait, le processus de censure et d'effacement, il a toujours eu lieu, c'est un phénomène littéraire qui existe, il y a des textes, des contre-textes, des réécritures, et pour les contes de fées, c'est tout le temps le cas. Donc deuxième objection, la peur du sexe. Alors on dit tout le temps « Les femmes, elles ont peur du sexe, etc. » Parce que quand vous lisez Bettelheim, vous voyez ça à toutes les lignes. En fait, en réalité, il y a une curiosité féminine pour le sexe, et Madame de Villeneuve, qui écrit ce conte de La Belle et la Bête, que vous connaissez tous, un peu comme
dans Molière, le bourgeois gentilhomme qui fait de la prose sans le savoir. En fait, on connaît tous ce conte, mais on ne sait pas que c'est Madame de Villeneuve qui l'a écrit. Alors évidemment, elle a des sources, et les sources, elles sont antiques. Et le mythe qui a nourri Madame de Villeneuve, c'est celui de Psyché. Et Psyché, typiquement, c'est la femme qui accepte de coucher avec quelqu'un, elle ne sait pas qui c'est, elle ne le voit pas. Donc en fait, c'est le dieu amour, mais elle ne le sait pas. Et donc cette lampe, pour savoir ce qui se passe, sa nuit de noces qui est décrite par Apulée lui-même comme pensée de douce blessure, donc la blessure de la perte de l'hymen, vous voyez. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est très documenté dans les sources mythiques. Sauf que Madame de Villeneuve va reprendre ces sources mythiques, c'est-à-dire le fait d'avoir une nuit de noces sans savoir comment, pourquoi, avec qui est l'autre, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, elle va reprendre ces sources et elle va retravailler ces sources en fonction de cette question du consentement. Donc c'est pour ça que la question, c'est de savoir est-ce que les femmes sont dégoûtées du sexe ou est-ce qu'elles refusent d'être violées. C'est quand même assez différent. Donc c'est vraiment la question qui est centrale dans cette œuvre et que Bettelheim ne pose pas quand il analyse ça. Donc ce que je voudrais vous montrer, c'est comment un conte du 18e, qui est assez fou, hein, parce que vous dire, voilà, moi quand j'ai écrit ce livre, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu dis n'importe quoi, le consentement, de toute manière, ça ne peut pas exister tant que la pilule n'a pas été inventée. » Donc, non, il n'y a pas... Les femmes disent oui, disent non. Alors, en fait, il y a aussi maintenant, en 2023, je ne sais pas si vous avez entendu, ça vient de paraître en France, Christine McKinnon, qui dit en 2023, le consentement est toujours un piège et on ne peut pas le penser. Donc, il y a toujours une bonne raison de ne pas penser le consentement, sauf qu'en fait, au XVIIIe siècle et dans la société d'Ancien Régime, en fait, si vous regardez les pièces de théâtre, les contes de fées, les romans, c'est une question qui est centrale parce que socioculturellement, ce qui se passe à l'époque, c'est que d'un côté, vous avez une pratique familiale et nobiliaires qui sont que des familles veulent forcer leurs enfants à s'unir en fonction de ce qui les intéresse, eux, leurs biens, leurs terres, etc. Et d'un autre côté, vous avez depuis le Concile de Trente, l'Église qui dit mais non, il faut le consentement des époux parce que si les époux s'aiment, ils vont être fidèles et ils vont respecter Dieu. Et donc vous avez ces deux logiques qui s'affrontent et cette tension, vous la retrouvez dans les pièces de Molière, vous la retrouvez dans les contes de fées. Donc en fait, c'est pas juste moi qui suis folle. Par ailleurs, vous ouvrez le dictionnaire de Furetière, qui est le dictionnaire du XVIIe siècle, qui vous explique qu'il y a deux sens au consentement. Un sens passif, qui est ne pas s'opposer, donc qui ne dit mot consent, ça vient de là, et un sens actif, donc j'agrée, je dis, j'exprime mon consentement. Donc ce niveau de tension, il est là depuis le XVIIe siècle, et c'est pas moi qui fais de l'anachronisme. Donc quand vous regardez le conte de Madame de Villeneuve, si vous prenez la peine de le lire, qui est un merveilleux conte, ce qui se passe, c'est qu'elle va déplier cette notion de consentement à tous les niveaux, c'est-à-dire entre une jeune fille et son père. Donc ça commence par une sorte de consentement forcé avec quand même quelque chose d'assez différent puisque la bête qui est terrible chez Villeneuve, qui ne ressemble pas au joli nounours, au tigre que vous voyez dans les dessins animés, parce que c'était la première image que je vous ai mise, le monstre il a une trompe, il a des écailles, il a des griffes, il est juste horrible et il dit au père, ok, tu vas dire à ta fille que je suis horrible, tu lui dis bien à quel point je suis moche et elle doit venir avec son consentement, fermement, volontairement, sinon je vous tue tous. Et il y a aussi un sort magique qui fait que cette bête un prince a été transformé en bête et que s'il force le consentement, eh bien, il ne pourra jamais redevenir un prince. Donc le consentement ne peut pas être forcé, ça fait partie de la clause magique du monde des fées. Donc premier niveau d'appréciation, c'est la jeune fille et son papa. Deuxième niveau, c'est la bête. Donc la bête se retrouve en présence de la jeune fille le premier soir, elle la voit et elle lui dit « Ok, est-ce que tu veux coucher avec moi ?» À cette demande imprévue, ses craintes se renouvelèrent et poussant un cri terrible, elle ne put s'empêcher de dire « Ah ciel, je suis perdue !» Nullement, reprit tranquillement la bête, mais sans vous effrayer, répondez comme il faut. Dites précisément oui ou non. Pas de zone grise. Oui ou non. La belle lui répondit oui. Répondit non. Désolée. Elle va finir par dire oui. La bête lui répondit en tremblant non. Eh bien, puisque vous ne voulez pas, répondit le monstre, je m'en vais. Bonsoir, bonsoir. Et il s'en va. Et en fait, donc ça pose cette question-là, et ça pose aussi la question de la temporalité
du consentement. Parce que tous les soirs, on en a parlé ce matin de la temporalité du consentement, le fait de reposer la question tous les soirs, ça pose aussi la question du refus. C'est-à-dire non seulement de dire non, mais que l'autre reçoive le non sans s'offusquer. Et c'est ce qu'elle dit. Tous les soirs, il me demande qu'est-ce que j'en sais qu'au bout d'un moment, il ne va pas s'offusquer de ses refus et que ma mort n'en sera pas le prix. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans le conte de Madame de Villeneuve, c'est qu'il va y avoir tout un passage sur le consentement de soi à soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quand on a 16 ans, quand on est une jeune fille, qu'on doit se marier, c'est-à-dire recevoir l'irruption d'un corps étranger dans notre corps, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, il va y avoir toute une part de rêve érotique que pense le conte. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez tous les films, Cocteau, etc., tout l'univers onirique des films n'est jamais attribué à Belle, ce n'est jamais en fonction de son désir, c'est toujours attribué à la bête. Donc, mais là, vraiment, le conte de Madame de Villeneuve, alors vous, les psychanalystes, il y a vraiment de quoi faire, puisqu'il y a tout ce passage sur l'érotisme et sur l'opacité de son propre désir, à quoi on consent. Et donc, finalement, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où finalement la Belle va s'en aller, parce que la bête ne peut rien lui refuser, la personne qui n'arrive pas à dire non, c'est la bête dans l'histoire originale. Et donc, quand elle va revenir et qu'elle va finalement le sauver et qu'elle va vouloir coucher avec lui, eh ben, ils vont se coucher ensemble et lui va dormir et ronfler. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment une bête au sens littéral, c'est-à-dire le mariage ne va pas être consommé. Enfin, voilà, il va ronfler et il va se réveiller. Et non, elle va se réveiller et il va être comme un prince magnifique devant elle. Et ce sera son désir sexuel à elle parce qu'elle va le voir, elle va se réveiller auprès de ce magnifique prince. Elle va le couvrir de milliers de baisers et ça va pas le réveiller. Et alors, ce qui est génial pour vous, les psychanalystes, c'est que, bon, au bout d'un moment, elle va dire « Ok, je vais respecter cette léthargie. » Donc, le corps à disposition dans le mariage, etc. Enfin, il y a toute une réflexion sur « Est-ce qu'un corps à disposition, je peux en profiter ?» Vous savez ce qui va réveiller la bête? Enfin, c'est génial pour vous. Eh bien, c'est sa mère. C'est la mère qui arrive. C'est la mère qui va arriver et qui va réveiller son fils et qui va dire « Mais moi, je refuse ce mariage parce qu'en fait, Belle, elle n'est pas assez bien, elle vient de la campagne, elle n'est pas noble. » Donc, il y aura toute une réflexion. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais toute la deuxième partie du conte, c'est sur la réflexion des origines, comment mélanger les statuts sociaux, etc. Là, je vous ai mis une image horrible parce que si vous regardez sur Google Images et que vous cherchez une femme qui réveille un homme, vous ne trouverez pas. C'est pas dans les mentalités. Donc, il y a juste ce truc horrible qui est... Voilà. Et donc, j'ai mis ça. Et le dernier scoop que je voulais vous révéler, c'est que c'est un conte qui pense le consentement à tous les niveaux et qui pense aussi le consentement du côté des garçons. Parce que ce qui est magnifique dans le conte, et je vous invite vraiment à le lire, ce que vous allez découvrir, c'est que si le prince est devenu une bête, c'est parce qu'il a refusé qu'une vieille femme qui était sa nourrice et qui avait un rôle maternel couche avec lui. Donc la dernière réflexion, c'est une question sur l'inceste, et l'inceste du point de vue des petits garçons. Comment un petit garçon peut refuser une femme qui a pris soin de lui, qui l'aime, et comment il lui dit non. Et donc c'est vraiment un conte qui pense la question du consentement homme, femme, etc., de différents âges de la vie, la sexualité, la conjugalité, mais aussi l'enfance. Et du coup, c'est 10 fois plus riche que Walt Disney, qui en gros est une réflexion sur la femme comme symbole de rose et un soliloque entre une bête homme et puis une rose désincarnée. Voilà, merci.